Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième webconférence de la Fabrique des Savoirs, qui est une initiative commune de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et de l'université Gustave Eiffel. Nous faisons un travail autour des sciences et de la société en associant les villes et les territoires. Aux manettes ce soir, vous avez Stéphanie et Corentin de l'agglomération, Claire qui s'occupe de la modération, que vous verrez tout à l'heure pour les questions, et pour ma part, j'anime les échanges au nom de l'université Gustave Eiffel. Nous allons avoir une demi-heure de débat avec nos deux intervenants sur des thématiques qui questionnent beaucoup aujourd'hui la 5G. Pourquoi faire Pour comprendre les problématiques sur la partie technologique et sur la partie aussi environnementale. Alors, nous n'allons pas aborder tous les sujets. Il y a beaucoup de plans sur lesquels on pourrait intervenir, la santé, la sécurité, la géopolitique. Tous ces plans-là, vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous questionner peut-être dans d'autres échanges. Si vous êtes d'accord, on vous posera un petit sondage pour savoir si c'est des thèmes que vous aimeriez voir traités par la suite. Alors, je vais demander à nos deux intervenants de se présenter, tout d'abord, rapidement, puisqu'on a Françoise Berthoud du CNRS et Frédéric Lejean de Orange. Voilà, le premier temps, donc, c'est de vous présenter chacun à votre tour assez rapidement. Alors, je commence. Allez-y, Françoise. Donc, Françoise Berthoud, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je travaille sur les impacts environnementaux du numérique depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà. Merci. Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Frédéric Lejean, je travaille chez Orange et je suis en charge du programme 5G sur le périmètre Île-de-France, donc le déploiement de nos solutions 5G sur l'Île-de-France. Parfait, merci. C'est avec vous qu'on va commencer. Alors, la première question qu'on va être amené à se poser, c'est comment ça fonctionne, tout simplement. Parce qu'en fait, on parle de rupture technologique, on parle d'augmentation des capacités. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur ces plans-là ? Alors, la technologie 5G, c'est une technologie effectivement qui va s'opérer en deux grandes phases. Donc, une phase qui est en cours aujourd'hui, où on déploie des nouvelles antennes sur l'environnement 4G. Donc, on complète l'environnement 4G à travers la mise en place de nouvelles antennes dédiées à la 5G sur des nouvelles fréquences. Donc ça, c'est un déploiement qui est en cours, qui a commencé en 2019 et qui va continuer encore pendant 2-3 ans pour venir déployer massivement ces antennes au niveau national. Et puis, il y aura vraiment, donc, en termes de rupture technologique, à partir de 2023, une nouvelle étape importante dans le réseau 5G, puisqu'on va faire évoluer le cœur natif de notre réseau de mobile, et la 5G aura un réseau et un cœur natif dédié à cette nouvelle technologie et surtout à l'ensemble des nouvelles fonctionnalités de la 5G. Donc, deux étapes. Excusez-moi, un cœur natif, c'est quoi exactement ? Alors, un cœur natif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste pour faire le parallèle aujourd'hui, donc on a besoin des infrastructures 4G pour faire fonctionner la 5G. Et un cœur natif, c'est des nouvelles technologies en cœur de réseau qui vont pouvoir implémenter les nouvelles fonctionnalités dédiées à la 5G. Et on en parlera, je pense, dans nos échanges. Entre autres, on va parler de slicing, on va parler de faible latence, on va parler d'edge computing. Donc, c'est des fonctionnalités avancées qui ne sont pas aujourd'hui natives dans les réseaux mobiles et qui seront implémentées nativement dans les cœurs de réseau mobiles 5G. Merci. Et au niveau des capacités alors de mon téléphone, ça veut dire quoi exactement ? Alors, aujourd'hui, on peut déjà en bénéficier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la 5G, c'est avant tout des nouveaux débits, et surtout des débits nettement supérieurs aux technologies 3G et 4G. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les 10 ans, on a des évolutions importantes sur les débits. Donc, on l'a connu il y a 10 ans sur la 4G, il y a 20 ans sur la 3G. Donc, aujourd'hui, on a des débits avec la 5G qui sont assez proches même des performances de la fibre optique. Donc, on a des capacités de débit de transmission, que ce soit en upload, en download, très intéressantes. Et ces capacités de débit vont être enrichies par des nouvelles fonctionnalités où on va parler de virtualisation des réseaux mobiles. Alors, une question qu'on va tous se poser, c'est à quelle vitesse tout ça va se déployer ? Est-ce qu'il y a un calendrier ? Est-ce qu'il y a des contraintes pour l'installation ? Alors, tout à fait. Donc, effectivement, une installation d'un nouveau réseau mobile, comme l'opère aujourd'hui Orange, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'installation d'une nouvelle antenne, d'un nouveau site. C'est entre 12 et 18 mois de travail. Donc, nous, aujourd'hui, la 5G, on l'a commencé déjà en 2019. On le déploie tous les mois. Il y a des nouvelles antennes qui sont déployées. Il y a des ouvertures commerciales qui sont prononcées au niveau des communes. Donc, il y a une complexité
technique, bien sûr, mais surtout administrative. Il y a tout un environnement réglementaire qui nous impose effectivement à gérer ces déploiements à travers un process, on va dire, administratif et un process technique très complexe. Donc, c'est long et compliqué de mettre des nouvelles antennes et des nouveaux sites en activité. Et tout ça, c'est en lien, en concertation avec les territoires, avec les élus. Comment ça se passe? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, le déploiement, donc déjà, se base, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se base sur les sites actuels de la 4G. Donc ça, on ne va pas créer de nouveaux sites, mais néanmoins, le fait de mettre une nouvelle antenne, nous avons obligation réglementaire à déclarer tous ces travaux-là auprès de la mairie, avoir des autorisations au niveau de la mairie, avoir des autorisations de voirie, par exemple, pour opérer des grutages importants, d'avoir des autorisations d'urbanisme ou d'architecte par rapport à l'environnement et au rendu final. Donc tout ça, c'est régi bien sûr au niveau des collectivités locales et de l'urbanisme, donc on s'y contraint et on s'y soustrait. Et parallèlement, une fois qu'on a ces autorisations, on peut intervenir techniquement avec nos équipes pour mettre en place ces nouvelles antennes. Alors, au niveau de l'aménagement du territoire, on s'est toutes et tous demandé si effectivement ça allait régler certains problèmes dans les zones blanches, par exemple. Est-ce que ça va être mieux couvert? Qu'est-ce qu'on aura comme facilité? Alors, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va parler de 5G que l'on parle plus de 4G. Bien au contraire, et entre autres, ça a été fait dans le cadre de l'attribution des nouvelles fréquences 5G. En tant qu'opérateur, et le fait d'avoir souscrit et acheté ces nouvelles licences nous engage également à maintenir nos efforts et à accélérer également nos efforts sur la partie 4G. Et je prends l'exemple d'un opérateur comme Orange, ce déploiement technologique s'intègre vraiment dans nos stratégies du haut débit partout. Donc le haut débit, c'est la fibre, c'est la 5G, et c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas apporter de la fibre partout, on ne pourra pas apporter de la 5G, mais la somme de tout ça doit nous permettre de couvrir au mieux le territoire et apporter le haut débit à l'ensemble des collectivités locales. Alors, quand j'évoquais le téléphone du futur, de demain, est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, j'aurai une itinérance beaucoup plus connectée? Ça veut dire que j'aurai d'autres usages? Et lesquels? Alors, tout à fait. Dans cette première phase, bien sûr, l'usage principal, c'est de pouvoir assurer la qualité de l'usage. Internet, aujourd'hui, est utilisé à 50% via les mobiles. Donc on accède par Internet via les mobiles. Donc, on a besoin vraiment d'avoir cette qualité. Donc, pour maintenir la qualité d'usage que l'on a aujourd'hui sur la 4G, la 5G est là également pour désaturer le réseau 4G qui commence à être à la limite de ses capacités techniques. Donc, la 5G se justifie dans un premier temps pour continuer à absorber l'augmentation massive du trafic, alors bien sûr vidéo, enfin toute la partie ce qu'on appelle la data via Internet. Donc, on va absorber ce trafic à travers cette technologie 5G dans un premier temps et apporter également des nouvelles fonctionnalités à horizon 3-4 ans avec les cœurs natifs 5G. Donc, c'est la continuité et surtout la qualité. Nous, on est extrêmement vigilants à ce niveau-là. On est numéro 1 depuis 10 ans sur le réseau 4G et pour l'instant, nous sommes numéro 1 en termes de qualité de performance sur la 5G avec notre réseau en 3.5 GHz. C'est bien l'objet, c'est de pouvoir maintenir cette expérience client et la qualité du réseau, quel que soit l'usage que l'on veut en faire. Alors pour les clients, on comprend que ça peut avoir un intérêt en termes de capacité, de définition de l'image ou de facilité diverses et variées, mais est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue économique, ça va apporter quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir créer des emplois? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un développement commercial avec ces outils? Alors, la 5G, et je pense que tous les opérateurs l'ont dit, tous les usages aujourd'hui restent encore à créer, à réfléchir, à inventer. Donc, on a aujourd'hui un champ des possibles. La 5G nous apporte, en fin de compte, on lève des barrières technologiques et des barrières techniques, et ces barrières-là vont nous laisser justement le champ du possible et d'inventer les nouveaux usages et d'aller travailler des nouveaux usages et surtout une continuité dans le process. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intérêt, le nouvel usage va être justifié par un process de bout en bout où on va avoir une continuité d'activités et qui vont vraiment nous permettre d'avoir un bénéfice. L'idée, c'est de créer de la valeur et cette valeur-là, elle a du sens que quand on raisonne au global et quand on raisonne sur l'ensemble du process de fonctionnement. Mais est-ce qu'il y a des exemples qu'on pourrait donner de possibilités de développement, par exemple? Oui, alors,
Tout à fait. Donc, on peut aujourd'hui, et ça fonctionne déjà très bien, on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, de réalité virtuelle ou augmentée. Dans le cadre des entreprises, voilà, on a par exemple des métiers du technicien qui sont en pleine évolution à travers ces nouvelles technologies, où on va pouvoir apporter, via la réalité virtuelle et augmentée, aux techniciens tous les éléments pour qu'il intervienne bien du premier coup dans le cadre, par exemple, de son intervention. Voilà, ça, ce sont des exemples complets. Alors, bien sûr, on va pouvoir parler également de tout ce qui est lié à la gestion des flux, à la voiture autonome, à l'amélioration de la circulation. On va y revenir sur ces points-là tout à l'heure. Voilà, on va y revenir, mais effectivement, on a déjà des domaines d'application intéressants, donc dans le cadre de l'industrie, dans le cadre de la santé, et ce qui peut être le plus palpable à date, puisque côté grand public, c'est quand même aussi bien utilisé, c'est tout ce qui est lié autour de la réalité virtuelle. On travaille également beaucoup aujourd'hui sur l'événementiel, sur le gaming. Le gaming en réseau, aujourd'hui, nécessite justement ce genre de technologie, et on en voit tous les bénéfices. Est-ce que quand on se place du point de vue du terrain, puisqu'on va bientôt parler de la partie environnementale, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait éventuellement permettre de gérer les territoires, de protéger la biodiversité? Alors, oui, dans la mesure où un des sujets autour de la 5G, c'est de la capacité, avec cette technologie, de pouvoir gérer ce qu'on va appeler le massive IoT, c'est-à-dire la capacité de mettre un tas d'éléments, de sons, d'éléments qui vont nous remonter de l'information. Et cette technologie 5G va nous permettre donc de pouvoir déployer massivement des éléments intelligents ou pseudo-intelligents sur le territoire. Alors ça peut être sur une zone, sur une collectivité, sur tout un territoire privé, collectif, et de pouvoir, à travers cette capacité de connexion, d'implémenter au plus près également des éléments d'intelligence artificielle qui vont essayer de rendre des services et de rendre un intérêt, automatiser un processus, automatiser une chaîne de production de bout en bout, donner des informations de traitement et de pouvoir traiter cette information de bout en bout pour en récolter une valeur. Et cette valeur-là, c'est elle qui va pouvoir nous donner ce bénéfice technologique au final. Merci beaucoup Frédéric. On va passer la parole à Françoise sur les enjeux environnementaux, parce que là, effectivement, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Est-ce que, Françoise, on peut parler des effets de la 5G sur les ressources naturelles, pour commencer? Oui, alors déjà, ce qu'on peut dire par rapport aux propos précédents, c'est que pour l'instant, on n'a jamais démontré que la 5G ou n'importe quel équipement numérique, solution numérique, que ce soit de l'IA ou n'importe quoi d'autre, un bénéfice quelconque pour l'environnement, fût-ce au travers des smart cities ou de n'importe quoi. En fait, il n'y a aucune démonstration de ça. Il y a des hypothèses, des projections, mais en tout cas, ça n'existe pas pour l'instant. Vous voulez dire d'un point de vue scientifique, on n'a pas prouvé les choses? Oui, c'est pas prouvé que le numérique puisse avoir un quelconque effet positif sur l'environnement. Par contre, c'est prouvé que le numérique a un effet négatif sur l'environnement. Alors là, on va arriver sur la question des ressources. Oui, justement, j'y viens. Donc, sur la question des ressources, en fait, donc, comme vous savez, la planète Terre, c'est un réservoir qui est quasiment fermé, hormis pour l'énergie solaire et le vent et tout ça. Et donc, il y a des limites. Et en fait, le numérique, comme la 5G, qui entraîne encore plus de numérique, eh ben, ça contribue à l'atteinte de ces limites. Donc, de quelles limites on parle, pour répondre plus précisément à votre question? De la limite par rapport à l'eau douce, de la limite par rapport à la pollution par les métaux, par les substances chimiques des sols, des nappes phréatiques et tout ça, du dérèglement climatique. Il faut se rappeler que le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre en très forte croissance, puisqu'on est à quelque chose comme 9% de croissance par an, et puis du prélèvement de ressources non renouvelables, dont les métaux précieux, dont les terres rares, mais qui sont, les terres rares, les métaux précieux et d'autres métaux qui sont moins précieux. Ça, c'est intéressant parce que ça pose la question du recyclage. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près où on en est aujourd'hui sur le recyclage de ces matériaux et dans la conception justement des fabrications des smartphones? Oui, alors cette question du recyclage, elle est intéressante parce qu'il y a une croyance qui est véhiculée par tout un tas de choses qu'on entend, que le recyclage, ça pourrait permettre de résoudre le problème de l'utilisation de ces ressources et de la pollution sans changer le système.
Mais je vais prendre juste 1 minute pour vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas dans un système qui est un système en croissance de la demande. Si vous avez un système qui est le système actuel, hein, le système économique actuel, notre système dans notre société occidentale, qui fait que toutes les ans, c'est le cas par exemple pour le cuivre, les besoins en cuivre, en aluminium et tout ça, on utilise plus de métaux. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Disons que l'année N, on utilise 10 kg de métaux. Je prends un exemple très simplifié. Et que 10 ans après, on a besoin de 25 kg de métaux de cuivre pour fabriquer tous les objets qu'on a. Eh bien, sur ces 25 kg de cuivre, on va par exemple aller récupérer, au cas où on arrive à recycler les 10 kg qu'on avait mis dans des objets quelques années auparavant, mais vous voyez qu'il faut quand même prélever 15 kg. Puisque 25 moins 10, ça fait 15. Donc, en fait, le recyclage, ça peut marcher, c'est efficace si on est dans une société qui n'est pas une société de croissance de la demande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne sait pas recycler à 100%, juste parce que physiquement, ce n'est pas possible. Et actuellement, on recycle, vous savez que même en France, on ne collecte que 50% des déchets d'équipements électriques et électroniques et on ne recycle pas tout sur ces 50%. Donc, on est très loin même d'arriver à 90%. Merci Françoise. On va essayer d'aborder le point suivant, parce qu'on est un petit peu contraint par le temps. Vous parlez d'effets rebonds aussi dans vos travaux. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'est pour vous les effets rebonds et comment ça se passe ? Alors, je vais vous parler des effets rebonds et des effets induits, tout ça, qui sont liés à l'arrivée d'une nouvelle technologie. Fût-elle une technologie qui amène un gros progrès sur l'efficacité. Par exemple, là, la 5G, pour le transport d'1 gigaoctet de données, on sait que ça utilise moins d'énergie que la 4G. Mais il faut avoir en tête que d'abord, on va transporter plus de données, et ça, c'est typiquement l'effet rebond, hein, c'est qu'on gagne, mais on va en faire plus. Qu'en plus, comme ça a été dit, on va garder la 4G, la 3G, en tout cas, c'est un truc qui se rajoute, ce n'est pas un truc qui remplace. Et puis, enfin, l'existence d'une nouvelle technologie, ça va induire, et ça a été très bien dit aussi, tout un tas de nouvelles fabrications, d'objets connectés, de nouveaux téléphones, parce qu'il va falloir acheter des téléphones qui sont compatibles 5G, de tas d'objets connectés à installer de partout. Donc tout ça, si vous voulez, ça implique plein de nouveaux impacts environnementaux, et c'est ça, en fait, les effets rebonds. Merci. Alors, tous ces points, effectivement, posent des questions. Et la première question qu'on est tenté de se poser, c'est comment articuler les avancées de la science, de la technologie, avec des modèles soutenables. Est-ce que là-dessus, vous avez des informations à nous donner, des pistes existantes, des réflexions ? Bah, écoutez, moi, je vous donne mes réflexions. Pour moi, un modèle soutenable… Alors, il faut faire attention que la science, ce n'est pas forcément la technologie. C'est deux choses différentes. Pour moi, un modèle soutenable, ça serait un modèle qui, ne produirait pas de déchets non recyclables complètement. Et puis, c'est un modèle qui ne générerait pas de CO2 et de polluants. Bah, actuellement, on ne sait pas faire, en fait. D'accord. On ne sait pas faire. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est complètement changer de paradigme. Et donc, vous l'avez compris au travers de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire aller vers des technologies de type low-tech ou faire de la sobriété, c'est-à-dire faire moins avec moins. Pas la même chose avec un truc plus optimisé, mais moins avec moins. Mais est-ce que ça ne joue pas sur des comportements sociaux? Parce qu'effectivement, quand on parle de science, on peut parler de sciences sociales également. Est-ce que ce n'est pas être éco-responsable, être un petit peu aussi impliqué dans son usage de la technologie? Ben, en fait, ça, dire ça, c'est imaginer que on va donner un jouet aux personnes et qu'on va leur demander juste derrière de ne pas l'utiliser, en fait. Non, en fait, à partir du moment où les objets connectés, les téléphones super puissants sont sur le marché, eh ben, les gens vont les utiliser. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas les mettre sur le marché. C'est un peu radical comme bah oui, moi je suis radical. S'il y a des travaux de recherche qui permettent de voir comment on peut optimiser les choses, par exemple les applications numériques qu'évoquait Frédéric, s'il y a des services plus adaptés, est-ce que ça ne peut pas permettre justement de limiter la consommation, les usages
Non, justement, je vous ai expliqué, c'est parce que comme on est dans une société qui est une société avec un système en croissance, en fait, à chaque fois qu'on propose un truc qui permet de gagner en efficacité, eh bien, il y a des effets rebonds, en fait. C'est juste structurel, en fait. Donc, le seul moyen de réduire les impacts, en fait, c'est de ne plus être dans un système en croissance. Et pour l'instant, on ne sait pas faire. Hein. Le découplage, on le rêve, mais on ne sait pas faire. Donc pour vous, la solution, c'est plutôt la décroissance et Eh ben, en tout cas, moi, j'aime pas trop ce terme décroissance, mais en tout cas, c'est de changer vraiment de virage, d'effectuer un virage radical. Si on ne l'effectue pas volontairement, il va s'effectuer pour nous. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Frédéric, parce que là, justement, on parle d'investir pour l'avenir, mais dans la 5G, il y a quand même, vous évoquiez tout à l'heure, et on y revient, la réalité virtuelle, qui est quelque chose de très important, la robotique, l'intelligence artificielle. Est-ce que tout ça, ça peut pas permettre des gains, notamment sur des points environnementaux, par exemple? Oui, oui, nous en tout cas, on y croit. Et bon, par rapport à ce qu'évoque Françoise, effectivement, moi je confirme bien que, et c'est un sujet fort, hein, c'est qu'aujourd'hui la norme 5G embarque nativement un sujet énergétique, voilà, qui n'était pas le cas dans les anciennes technologies. Il y a, voilà, au niveau des opérateurs, il y a quand même aussi une prise de conscience, voilà, de ces impacts. Donc, effectivement, le déploiement et cette solution, aujourd'hui, elle doit s'accompagner également de nouveaux gestes. Apprendre à utiliser correctement les nouvelles technologies, c'est aussi des sujets importants pour nous. Et il y a une acculturation, voilà, à bien utiliser son smartphone, à l'utiliser entre le mobile, le Wi-Fi, et ainsi de suite. Tout ça, ça peut bénéficier déjà à réduire l'impact. Après, effectivement, il y a toujours ces effets rebonds. Et les effets rebonds, ils sont liés aussi à la demande de nos clients et de la population. Voilà, il y a une demande. Est-ce qu'il faut y souscrire et y répondre ou pas? C'est tout l'enjeu. Maintenant, nous, on est persuadés qu'effectivement, à travers le bon usage de ces nouvelles technologies et surtout de comment on veut les utiliser au bénéfice de mieux, effectivement, de mieux gérer notre impact environnemental, de mieux gérer également la vie de nos citoyens et ainsi de suite. C'est un enjeu important et c'est un enjeu de société. Voilà, Il y a des enjeux sur la ville, par exemple. L'université FL, elle travaille sur la ville. Et par exemple, on a évoqué la ville connectée, la Smart City. Est-ce que vous pensez qu'en termes, par exemple, de logistique ou d'approvisionnement, la 5G, ça pourrait justement être un gain considérable? Oui, alors que ce soit de la ville connectée ou tout autre sujet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le voir dans le cadre du processus. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va équiper une ville de 5G et qu'on aura la 5G dans cette ville-là que de base, on va faire des économies ou on va optimiser les choses. Il faut vraiment travailler par rapport à des use cases, hein, des cas d'usage, et réfléchir aux cas d'usage. On prend par exemple l'industrie du futur, l'industrie du futur autour de la 5G. Oui, ça fonctionne, on sait le fonctionner. Par contre, l'intérêt, il est de gérer de la logistique, il est de gérer effectivement la technologie sur le site, il est aussi de gérer la sortie des productions et jusqu'au consommateur final. Et c'est bien sur l'analyse globale de cette chaîne que l'on va pouvoir en tirer des bénéfices et certainement donc une réduction d'impact si le use case est bien étudié. Donc la technologie va permettre des choses, elle ne pourra pas permettre des choses localement, ponctuellement. Il faut vraiment le voir dans l'ensemble de la chaîne de valeur que l'on veut adresser. Et par exemple, gérer une bonne circulation au niveau d'une ville, c'est comment la voiture rentre dans la ville, comment elle va évoluer dans la ville et comment elle va ressortir de la ville. Si on ne prend pas l'ensemble de ces paramètres en compte, on va louper une bonne partie de l'avantage potentiellement environnemental qu'on peut en tirer. Une dernière question sur la question du déplacement que vous évoquez, justement, c'est important. Les véhicules autonomes sont à l'étude, se développent. Ils peuvent être un service pour des populations et des territoires éloignés. Est-ce que vous pensez justement que les flux, les données 5G, ça peut jouer aussi sur ces aspects-là? Oui, parce que derrière le sujet de la 5G, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a surtout aujourd'hui la mise en place de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des choses qui vont pouvoir concaténer des valeurs, des données, hein, et sur lesquelles on va pouvoir avoir des traitements et des résultats optimisés, hein, que l'on ne peut pas aujourd'hui faire. Donc, et c'est bien aujourd'hui ce type
d'infrastructure et de technologie. Quand je parlais du cœur natif en 5G, un cœur natif en 5G dans un réseau d'opérateurs, ça va permettre d'implémenter des fonctions évoluées et entre autres qui vont permettre de traiter au plus près et de façon optimale, en temps réel, de la donnée et dans le but, bien sûr, que cette donnée soit utilisée à bon escient et entre autres dans le cas qu'on évoquait, par rapport potentiellement à un impact environnemental. Mais ça peut être également par rapport à un service ou une qualité de service que les clients attendent. Donc, tous ces sujets-là, il faut effectivement qu'ils soient abordés dans ces études de use case et qu'on puisse vraiment les aborder de façon complètement transparente pour en tirer le maximum. Merci beaucoup. On va repasser la parole à Françoise. On évoquait la question de l'accélération des technologies. Est-ce que vous, dans vos recherches, vous arrivez à récupérer les chiffres, les informations qui vous permettent justement de travailler? Vous avez dit qu'on supposait parfois qu'on ne savait pas où on en est de la connaissance à peu près sur la 5G. Ce qu'on sait, alors je vais étendre votre question au numérique parce que sur la question de la 5G en particulier, étant donné que ce n'est pas encore déployé, c'est un peu difficile de donner des chiffres. On est bien d'accord. Mais sur le numérique, en général, on a des chiffres qui nous permettent de faire des analyses de cycle de vie, on a des données là-dessus qui nous permettent d'avoir des éléments tangibles et certains qui nous amènent aujourd'hui à considérer, et on est un très grand nombre de scientifiques à considérer ce que je vais dire, qu'il ne faut pas aller vers la 5G. Que c'est complètement incompatible avec ce qui est en train de se passer sur cette planète qui se réchauffe, où on va, alors ça pour le coup, il y a énormément de modèles qui montrent qu'on est en train d'aller vers des augmentations de température qui vont devenir incompatibles avec la vie humaine, avec des catastrophes sur la biodiversité et tout ça, et que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle, la 5G et tous les objets connectés, ça va ne faire qu'accélérer tout ce processus. Donc moi, quand j'entends ça, si vous voulez, ça me fait mal au ventre, en vrai, pour de vrai. Je me dis, mais que faut-il qu'on fasse pour vraiment faire comprendre qu'on ne peut plus aller dans cette direction? Mais est-ce que sur la connaissance qu'on a de l'analyse des cycles de vie pour un téléphone, par exemple, actuel, est-ce que ça peut pas nous donner déjà des repères pour avancer, pour retravailler des produits? Oui, vous pouvez dire, vous faites une analyse de cycle de vie d'un téléphone et vous allez en conclure qu'effectivement, il faut augmenter la durée de vie du téléphone pour que l'impact diminue. Et il faudrait l'augmenter, passer de 2 ans à 10 ans, vous voyez, au minimum. Mais quand j'entends, mais ça c'est un peu l'épaisseur du trait, parce que ce qu'on entend qui est derrière tous ces projets de 5G, c'est pas juste le téléphone, c'est la voiture autonome, c'est comment on va faire pour optimiser les trajets des voitures et tout ça, alors qu'en fait, à quoi on devrait penser? On devrait penser à arrêter la voiture, à faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de faire autant de déplacements, à faire en sorte qu'on développe les transports en commun et pas la voiture, vous voyez. Donc toutes ces idées-là, qui sont un peu du business as usual, avec quelques petites ruptures, mais qui sont des ruptures qui pour l'instant ne sont pas vraiment des ruptures, ça ne va pas dans le bon sens. Mais les navettes autonomes, par exemple, elles peuvent faciliter du covoiturage et réduire la pollution. Mais non, c'est faux ça. Pas selon vous. Non, ça c'est faux. Ça a été montré. C'est des croyances. Tout ça c'est faux. Évidemment que, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, c'est quand même le driver de la croissance. Donc, il y a une force extraordinaire, pas seulement d'ailleurs du côté des producteurs, mais aussi du côté des utilisateurs, qui aussi, voilà, des objets un peu magiques, qui permettent de faire des choses, par exemple, si on prend la réalité virtuelle, ça permet de faire des trucs qui font rêver. Sauf qu'on ne peut plus se le permettre. Selon vous, il n'y a pas de travaux de recherche qui démontrent que le numérique peut être vertueux? Ah, mais je suis certaine de ça. Je suis certaine, on a fait des études là-dessus, des études bibliographiques. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'études qui le démontrent. Donc on a un vrai débat. Je pense qu'on arrive au temps de questions avec les personnes qui nous ont suivis. Je vais passer la parole à Claire.
Bonjour à tous. Alors, on a eu pas mal de questions, dont certaines sont arrivées au tout début. Donc, il y a eu des éléments qui ont été donnés déjà, mais ça permettra peut-être quand même d'approfondir certaines notions, même si ça a été évoqué partiellement. Alors, peut-être je commence par les choses un peu techniques. Alors, il y avait une question qui était tout au départ, qui a été en partie répondue par Frédéric, mais peut-être on aura plus de détails. Qu'est-ce que la 5G va pouvoir apporter comme nouveaux usages immédiats? Et il y avait plusieurs types de publics, le grand public, mais également le B2B et le machine-to-machine. Donc peut-être que vous en avez évoqué un certain nombre, mais peut-être qu'il y a des compléments à apporter là-dessus. Non. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en termes d'usage, donc là aujourd'hui, par rapport au déploiement actuel et par rapport au fait qu'on n'a pas encore le réseau natif et global 5G, donc aujourd'hui on est vraiment sur d'augmentation du débit. Donc c'est garantir la bonne expérience client, la fluidité des échanges et surtout absorber l'augmentation massive du trafic. Donc ça c'est vraiment l'objet aujourd'hui de ce qu'on a si vous souscrivez à un abonnement 5G et si vous utilisez un réseau 5G. Donc ça, c'est vraiment à date. Demain, donc à horizon 2-3 ans, on va pouvoir donc rentrer dans cette partie plutôt de capacité à interconnecter un tas d'objets, parce qu'effectivement, la 5G va nous permettre d'avoir beaucoup plus de connexions simultanées et optimisées d'un point de vue ressources. Et demain, donc à horizon 3-4 ans, là c'est vraiment la partie entreprise qui est vraiment ciblée, où là on va pouvoir implémenter ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, c'est la virtualisation d'un réseau de mobile, c'est-à-dire qu'on aura capacité sur une infrastructure physique à créer des environnements et surtout dédiés au monde de l'entreprise qui vont pouvoir bénéficier de toute la performance. Donc, quand je parlais du temps réel, de la latence extrêmement faible, de pouvoir donc sécuriser des échanges également sensibles de type santé, de pouvoir avoir une différenciation de la gestion des données suivant les usages et suivant le public que l'on adresse, ça va être des applications très, très fortement attendues par le domaine entreprise. Voilà, donc on va avoir vraiment 2 à 3 phases importantes et qui vont surtout cibler, bien sûr, dans un premier temps le grand public et à moyen terme et à long terme les entreprises. Ok, parfait. Je pense que du coup, en plus, vous répondez partiellement à la deuxième question qui était quand la mise en place de la 5G sera effective. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est assez long et il y a plusieurs étapes. Au niveau du déploiement complet, je crois que vous avez évoqué 2023 tout à l'heure. Est-ce que c'était ça ou... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, alors, je vais parler là sur la plaque Île-de-France. La plaque Île-de-France, aujourd'hui, on a une couverture aux alentours de 53 ou 54% du taux de la population. Donc, voilà, depuis, donc on a ouvert commercialement depuis 6 mois ce réseau. Donc, on est à 53%. On envisage d'être aux alentours de 80% d'ici la fin de l'année. Voilà, donc ça veut dire que le réseau 5G, voilà, il existe, on peut l'utiliser. Il y a une très bonne couverture, il y a une stratégie, en tout cas chez nous, de pouvoir avoir surtout une couverture cohérente, c'est-à-dire de favoriser de façon concentrique la mise à disposition de cette 5G à partir de Paris, première couronne, et là on commence à travailler la deuxième couronne et l'ensemble de l'Île-de-France. Et voilà, donc elle existe et le déploiement, bien sûr, va s'opérer cette année. Donc, on va équiper les communes en 5G et d'ici 2 ans à 3 ans, on va être plutôt sur de la densification. Donc, on va améliorer la couverture et la performance de la couverture dans ces zones-là. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question technique rapidement concernant l'installation de la 5G. Est-ce possible de le faire sur un seul mât avec des accords entre opérateurs et éventuellement d'utiliser des mâts déjà installés? Alors, oui, donc aujourd'hui, on installe sur les mâts, enfin, chaque opérateur installe aujourd'hui son réseau 5G. Demain, et c'est aussi voilà, un des bénéfices de la 5G, l'objectif, c'est qu'aussi derrière, et à travers les opérations complexes qui existent aujourd'hui chez les opérateurs, c'est de pouvoir mutualiser ces infrastructures. Quand je parlais de virtualisation des réseaux, on peut imaginer qu'à horizon 5 ans, il y a un réseau physique qui soit mis en place par Orange, par exemple, et qui soit utilisé par plusieurs opérateurs parce qu'on aura la capacité à virtualiser l'utilisation de ce réseau auprès de plusieurs opérateurs. Donc, dans un but, bien sûr, aussi d'optimiser les coûts et d'optimiser l'empreinte environnementale.
Très bien, merci beaucoup. Du coup, la suite des questions concerne plutôt les impacts environnementaux. Donc, il y avait une question sur la façon dont on pourrait éventuellement amortir les impacts environnementaux des infrastructures 5G pour viser le zéro carbone. Et peut-être plus précisément, la personne demandait pourquoi ne pas faire en sorte d'obliger qu'une part des profits financiers liés au numérique puissent être réinjectés dans les énergies positives, plantation d'arbres, etc., pour rééquilibrer la balance carbone. Voilà, en sachant qu'effectivement, c'est difficile de stopper la croissance des usages. Peut-être sur cette question, vous avez tous les deux un point de vue à nous donner. Bah, allez-y, peut-être. Pour le Non, point mais de vue. je vous laisse, j'ai pris pas mal la parole. D'accord. Donc, déjà, il faut bien avoir en tête que les énergies renouvelables, elles ne sont pas zéro carbone parce que les éoliennes, il faut les fabriquer, les panneaux solaires aussi, et que ce n'est pas zéro. Malheureusement, ça coûte très cher d'aller prélever des métaux dans la croûte terrestre. Et ça coûte très cher en métaux de fabriquer des éoliennes, etc. Ensuite, planter des arbres, comme vous le savez, ce n'est pas la solution idéale dans la plupart des cas, parce que dans la plupart des cas de ce qui est fait actuellement, les arbres qui sont plantés, c'est des arbres à croissance rapide, qui sont plantés pour être coupés rapidement, et donc ça ne marche pas sur un long terme pour constituer des puits carbone, même si ça marche quelques années. C'est pas le cas partout, mais il y a quand même beaucoup d'usages de ce type-là. Donc cette idée-là, et puis pour finir, les technologies qui voudraient capturer du carbone, vous allez le voir d'ailleurs dans le prochain rapport du GIEC qui va sortir, c'est fortement déconseillé par le GIEC. Donc toutes ces solutions-là, c'est des fausses bonnes idées. On ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'on va pouvoir continuer à faire comme avant en compensant. En fait. C'est pas, malheureusement, je défais un rêve, mais ça, c'est pas dans les options possibles. C'était quoi les autres questions? Moi, j'ai juste rajouté par rapport au retour d'expérience d'un opérateur comme Orange, c'est qu'aujourd'hui, dans notre stratégie d'entreprise, on a pris l'engagement d'être sur un bilan carbone neutre à horizon 2040, c'est-à-dire que l'ensemble de nos ressources que nous utilisons aujourd'hui puissent être gérées intelligemment et compensées par différentes solutions. Alors, je suis d'accord, il n'y a aucune solution aujourd'hui miracle qui nous permet, mais en tout cas, dans la conception des offres et dans l'exploitation de nos infrastructures, je parle entre autres des data centers, il y a eu énormément de progrès de fait pour minimiser l'impact environnemental de la consommation énergétique et ainsi de suite de ces infrastructures technologiques. Donc, on n'est pas encore au bilan zéro, bien sûr, neutre, mais en tout cas, c'est inscrit dans les gènes et de la stratégie de l'entreprise. Oui, il y a beaucoup de communication autour de ça. Alors, attendons de voir ce que ça donne et par quel mécanisme réel souhaite passer Orange, mais pas que Orange, en fait, tous les grands du numérique. L'autre chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les impacts environnementaux du numérique, c'est pas que le carbone, c'est pas que le CO2, c'est aussi les polluants, c'est aussi les déchets qui sont dispersés sur la planète, et c'est aussi le prélèvement de métaux dans la croûte terrestre qui s'épuisent. Comme vous savez, c'est pas renouvelable, les métaux qui sont dans la croûte terrestre. Donc, à force de prélever et de disperser du fait de notre inefficacité à collecter correctement à l'échelle mondiale. Tout à l'heure, j'ai dit en France, on collecte environ 50%, mais à l'échelle mondiale, c'est 18%. Vous voyez, donc l'essentiel des biens, ils sont dispersés sur la planète. Donc il faut avoir en tête qu'il n'y a pas que le carbone. Déjà, il y a un problème sur le carbone, mais il y a tous les autres problèmes aussi. Très bien. Alors, on a une nouvelle question qui vient d'arriver là. Les zones blanches 4G vont-elles le rester ? C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas beaucoup abordé. Pourquoi passer en 5G alors que la 4G n'est pas encore développée sur tout le territoire ? Et quel est le gain financier par rapport à la situation actuelle ? Alors, je ne sais pas si je vais avoir toutes les réponses, mais comme je l'évoquais en introduction, le déploiement de la 5G et surtout l'attribution des fréquences de la 5G a été soumise également à des engagements au niveau de tous les opérateurs
de continuer, de persévérer fortement dans l'investissement de la 4G, le déploiement de la 4G sur les zones qui ne sont pas à date couvertes. Donc on est vraiment sur deux axes forts d'investissement, 5G certes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur la 4G. Voilà. Et après, c'est des investissements qui sont très importants, colossaux, on peut le dire. Je ne citerai pas de chiffres, mais c'est des investissements importants. Et vous le savez, en tant qu'opérateur quand même historique Orange, on assure d'un point de vue haut débit, en termes de raccordement, que ce soit de la fibre optique ou les couvertures mobiles, on est quand même parmi les opérateurs les plus performants à ce niveau-là, au niveau national. Très bien. Merci à tous les deux pour vos réponses. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions. Donc on a un sondage aussi, on a un petit sondage pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu sur le côté. Voilà. Les questions d'impact de santé ont effectivement été posées dans les questions, donc n'hésitez pas à vous manifester dans le sondage pour dire que ça vous intéresse et qu'on puisse le traiter lors d'une prochaine occasion. Super. D'ailleurs, l'impact sur la santé, enfin, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je prends la parole. Je pense que je ne sais pas qui va intervenir sur ce sujet-là, mais évidemment, quand on parle d'impact sur la santé, ce qui vient tout de suite en tête, c'est les bienfaits de la 5G pour soigner des gens ou faire quelque chose relatif à la santé. Et puis, d'un autre côté, le fait qu'il y a des ondes électromagnétiques et tout ça qui pourraient avoir des impacts sur la santé. Mais souvent, il y a quand même une énorme zone d'ombre sur tous les effets indirects, qui sont, par exemple, le fait que, forcément, déjà qu'on est addict à nos smartphones, mais alors là, ça va pas réduire la chose. Et comme vous le savez, il y a d'énormes problèmes liés à une surexposition des enfants à ces technologies, des problèmes cognitifs, des problèmes de concentration, il y a des problèmes de sommeil dans toute la population, pas juste chez les enfants. Et puis, il y a tous les problèmes de santé des gens qui fabriquent, qui creusent les mines pour extraire les métaux, et puis ceux qui sont sur les déchets. Donc, je ne sais pas comment. On a plein de débats à venir grâce à… Oui, il y a beaucoup de choses à aborder sur la santé. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour et qu'on a un timing à respecter. Je voulais quand même vous remercier parce que c'était un sujet qui n'était pas facile à aborder en très peu de temps. Et vous en êtes relativement bien sortis. Merci aussi pour vos différentes questions parce que ça nous a permis aussi de creuser les points qui vous intéressent. Et ça, c'est particulièrement important. Peut-être aussi, Claire, annoncer d'autres produits qui vont venir côté Fabrique des Savoirs. Oui, tout à fait. Pour faire la transition vers les autres actions que nous menons, donc nous avons lancé une série d'interviews de professionnels et d'experts de la ville. Et la première vidéo va sortir très prochainement. Donc la série va s'appeler La ville en pratique. Et vous pourrez voir les vidéos sur le site de la Fabrique des Savoirs qui a été mis par Corentin dans le chat. Donc n'hésitez pas à prendre l'adresse du site. Ce sera disponible dans les prochains jours ou prochaines semaines avec une première intervention de Nicolas Autière, qui est un chercheur donc, de l'Université Gustave Eiffel qui travaille sur l'innovation routière. Voilà. Je pense qu'il faut vous rappeler qu'on aura bientôt le grand plaisir à vous retrouver en vrai, puisqu'on a un projet de cycle de conférences à la rentrée. Donc, oui, on espère vous retrouver dans des espaces culturels ouverts et on aura aussi grand plaisir à participer au réveil des activités sociales et culturelles sur le territoire. Merci Françoise, merci Frédéric, merci Claire, et également à Stéphanie et Corentin qui ont assuré la technique. Merci à vous. Merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.